Le chômage, ce mot, on l'entend tout le temps. Dans les infos, c'est souvent juste un chiffre, un pourcentage. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Derrière, il y a des règles, des définitions bien précises et plusieurs types de chômage. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Allez, pour commencer, mettons-nous directement dans le bain avec un petit cas pratique. On a 3 personnes, Nadia, Badis et Farid. D'après vous, qui est officiellement au chômage? Réfléchissez-y une seconde, on y revient juste après. Pour pouvoir répondre à ça et bien comprendre le sujet, on va suivre quelques étapes. On commence par la définition. Après, on regardera la différence entre population active et inactive, c'est la base. Puis on verra comment on mesure le chômage, comment on arrive à ce fameux chiffre. On découvrira aussi qu'il y a plusieurs types de chômage. Et enfin, on se demandera, au fond, pourquoi tout ça est si important. Bon, première étape, la définition. C'est quoi exactement être au chômage? Il y a une définition officielle, ce n'est pas au hasard. C'est celle du Bureau international du travail, le BIT. Alors attention, pour être compté comme chômeur, il faut cocher 3 cases, et en même temps. La première, ne pas avoir de travail payé. Logique. La deuxième, être dispo pour commencer à bosser dans les 15 jours. Et la troisième, chercher activement un boulot depuis au moins un mois. Ça veut dire que juste ne pas avoir de travail, ça ne suffit pas. C'est une définition hyper stricte. Donc, si on reprend notre petite devinette du début, eh bien c'est Farid, le jeune diplômé, qui est officiellement au chômage. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui coche les 3 cases. Nadia, elle est en travail, donc c'est réglé. Et Badis, il est étudiant. Il n'est donc pas considéré comme disponible tout de suite, ni en recherche active au sens du BIT. Maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est super important de comprendre comment on classe la population. En fait, pour pouvoir calculer le taux de chômage, on ne prend pas tout le monde en compte. Il faut d'abord faire un tri. Voilà le premier grand tri. D'un côté, on a la population active. Ce sont les gens qui ont un emploi ou qui en cherchent un activement. De l'autre, la population inactive. Ceux qui ne travaillent pas et qui ne cherchent pas de travail. Pensez aux étudiants ou aux retraités, par exemple. Ok, donc on met de côté les inactifs et on se concentre sur la population active. Et là, à l'intérieur, il y a 2 catégories. C'est simple. Il y a ceux qui ont un emploi. On dit qu'ils font partie de la population occupée. Et puis il y a les chômeurs, ceux qui correspondent à notre fameuse définition en 3 points. Bon, maintenant qu'on sait qui est qui, on peut passer au calcul. Comment on passe de ces catégories de personnes au fameux pourcentage qu'on entend aux infos? L'indicateur principal, c'est le taux de chômage. Et là, attention, petit piège. Ce n'est pas la part des chômeurs sur l'ensemble des habitants d'un pays, non, c'est la part des chômeurs parmi la population active, c'est-à-dire uniquement parmi ceux qui sont sur le marché du travail. La formule est toute simple en fait. On prend le nombre de chômeurs, on le divise par le nombre total de personnes dans la population active et on multiplie le résultat par 100 pour l'avoir en pourcentage. Et voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que derrière un chiffre comme celui-là, il y a toute cette mécanique. Ce n'est pas un chiffre qui tombe du ciel. Il est le résultat d'une méthode de calcul précise avec des définitions très claires pour savoir qui est dedans et qui ne l'est pas. Mais voilà, ce chiffre global, il cache des réalités très différentes. En fait, on peut dire que le chômage a plusieurs visages. On distingue généralement 3 grands types, 3 grandes causes, et c'est crucial de bien les différencier. Alors, le premier, c'est le chômage frictionnel. Celui-là, il est presque normal et il est de courte durée. C'est le temps de transition entre 2 boulots, ou le temps qu'un jeune trouve son premier emploi. Ensuite, on a le chômage structurel. Là, c'est plus sérieux et plus long. Ça arrive quand il y a un décalage entre les compétences des gens et ce que les entreprises recherchent. Et enfin, le chômage conjoncturel. Lui, il dépend de la santé de l'économie. Quand ça va mal, en période de crise, il augmente. Et quand l'économie repart, il baisse. Mais au fond, qu'il soit frictionnel, structurel ou conjoncturel, le chômage vient toujours du même problème. Un déséquilibre. Tout simplement, à un moment donné, il y a plus de gens qui proposent leur travail qu'il y a d'offres d'emploi disponibles. Ok, mais à quoi ça sert de faire toutes ces distinctions? Après tout, pourquoi ne pas se contenter du chiffre global? C'est une bonne question. Eh bien, c'est absolument essentiel. Déjà, pour les gouvernements, ça permet de proposer des solutions adaptées. On ne combat pas un chômage structurel avec les mêmes outils qu'un chômage conjoncturel. Et pour tout le monde, ça aide à mieux comprendre le marché du travail. Surtout, ça donne une image beaucoup plus fine de la santé d'une économie. Par exemple, ça nous permet de comprendre qu'un certain niveau de chômage frictionnel est inévitable et même normal. En fait, quand on comprend tout ça, on change complètement de perspective. La question n'est plus seulement comment faire baisser le chômage, mais plutôt des questions bien plus précises, comme comment on réduit le décalage entre les formations et les emplois de demain, ou comment on aide les gens à passer d'un métier à un autre. Ça nous oblige à penser, de manière beaucoup plus profonde, à ce que sera le travail dans le futur, et à ce qu'on veut qu'il soit.